Après tant d'années de désillusions, d'échecs et de remontada, le PSG est finalement champion d'Europe et il fallait qu'on fasse une émission aujourd'hui évidemment pour revenir sur ce sacre historique du PSG. Et autour de moi, rassurez-vous, il y a des gens qui ont envie de parler du PSG un peu plus que moi. Ouf, faut les sauver. Comment ça va les gars? J'imagine très bien. Écoute, c'est un nuage de 3 jours là maintenant. Ça paraît toujours aussi irréel, comme si on était dans le Truman Show et qu'on allait se réveiller et que c'était un espèce de fake global. Mais ouais, il y a des jours qui marquent, et le 31 mai 2025 fait partie des grands jours de supporters pour les supporters parisiens, mais pas que apparemment. Ouais. Mais pas que ça célèbre dans tout le monde. On fait des drôles de choses maintenant avec l'intelligence artificielle. On voit des images depuis quelques jours qui sont absolument folles. Non, plus largement, tu sais, moi j'ai ressenti un truc un peu comme en 98 en fait. Tu sais, un truc nouveau, une émotion nouvelle. Quelque chose qu'on pensait absolument impossible il y a encore quelques mois, quelques années, qu'on a cru impossible pendant des années. Il y avait une sorte de résignation et là il y a une sorte de soulagement, un vent d'air frais, un bol d'air frais. C'est juste exceptionnel ce qu'on a vécu. Puis c'est une émission qu'on pensait ne jamais faire. Enfin moi honnêtement, je me voyais jamais présenter une émission où le PSG est champion d'Europe. Et puis on en a fait des émissions après des éliminations et tout. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre et il y a beaucoup. Ça fait du bien. Mais surtout que ce qui est génial en fait, c'est que je sais pas si ça vous l'a fait. On va rentrer dans le vif du sujet, mais je sais pas si ça vous l'a fait cette semaine. Mais moi en fait, maintenant qu'on a, même c'est pas le point final parce que on va se projeter sur la suite, etc. Mais je trouve qu'on peut avoir une analyse sur les 8 ans qu'on a passé en plateau à commenter des désillusions, à trouver des explications, à voir ce qui n'allait pas, et même je vais te dire à rebrousser le chemin de certaines critiques qu'on a pu faire à l'époque, et avec un petit peu de recul aujourd'hui, on a, je trouve, une explication, un vrai storytelling sur les 8-9 ans qu'on a vécu. Mais le plus grand kiff de cette victoire, c'est que l'accomplissement ultime, c'est évidemment d'avoir gagné et d'être vainqueur avec des champions, mais c'est le parcours, c'est cette équipe, le type de jeu proposé, espèce d'alchimie autour de cette équipe qui a été franchement critiquée, et nous les premiers, Luis Enrique et certains choix aussi de Nasser et Luis Campos, mais après avoir tourné la page des superstars, du storytelling, du marketing à outrance, c'est quand même une bête d'équipe de foot qui a gagné, et cette finale en apothéose, c'est ça qui est totalement inespéré, qu'on ne pouvait pas imaginer sur les désillusions qu'on a vécues ces dernières années. Mais justement, tu vois, on va parler de jeu maintenant, etc. On va rentrer dans le vif du sujet, mais tu vois, maintenant, on a beaucoup critiqué le moment où la marque PSG devait se développer, où on parlait justement plus de la marque que du jeu. Aujourd'hui, on va parler de jeu parce que par le jeu, le Paris Saint-Germain a marqué quelque chose en Europe, a marqué les esprits surtout, et a marqué son époque aussi. Mais peut-être qu'il fallait en passer justement par cet aspect marque pour arriver aujourd'hui à ce succès. Ce qui est quand même marrant, c'est que la seule année où on dit, où même Nasser dit le PSG ne joue pas la Ligue des Champions, ce ne sera pas cette année, où tu t'enlèves finalement un peu cette pression de ce trophée à tout prix, tu vas la remporter. Alors est-ce que c'est marrant ou est-ce qu'en fait ça t'explique pourquoi cette année tu gagnes? Parce que t'as peut-être dépollué, je sais pas si ça se dit dépollué, mais t'as enlevé toute cette pollution qui était dans les vestiaires du PSG, je sais pas. En tout cas, on a vu une équipe libérée avec des joueurs qui ont fait kiffer. Après, c'était un discours plus qu'autre chose. On va pas nous faire croire qu'avant Noël, quand ils sont 27e et à 2 doigts l'élimination, ils se disent c'est une bonne chose, même si le discours officiel était c'est pas grave s'il y a une élimination. Comment ça, c'est pas grave? Comment ça, c'est pas grave? T'es 5e budget au monde, t'es amené depuis des années à être quart de finaliste, demi-finaliste l'année précédente, t'as fait une finale en 2020. Non, ça aurait été une catastrophe industrielle totale. Alors oui, il y a forcément une corrélation. Alors c'est au mieux une coïncidence, si ce n'est une raison évidente du gain de cette Ligue des Champions. Mais moi, tu me feras pas croire que ce PSG là, la construction, les recrutements même de l'été dernier avec des mecs à 50 millions, 80 millions, 80 millions aussi cet hiver, ne va pas dans le sens d'un gain de la Ligue des Champions à un moment donné. Non, mais ça rentre dans un processus en fait. Le processus, c'était de s'appuyer justement sur un jeune effectif et d'essayer de construire une philosophie de jeu et de construire surtout une équipe qui à terme devait gagner. Est-ce que Paris était programmé pour gagner aussitôt? Ça, j'en suis absolument pas sûr. Mais c'était, je pense, des discours pour retirer de la pression à un très jeune effectif qui était là justement pour être construit, pour être bâti en vue d'un succès. Revenons déjà sur cette finale remportée donc 5-0 par le PSG. Ce qui est bien, c'est que
Il y a toujours cette phrase qui dit faut pas faire le match avant le match. Bon voilà. Voilà. Là c'était bien le cas. Oh, je me suis trompé dans le logo, c'est pas grave. Je changerai. Mais... Ouais, pardon. Mais il faut pas faire la finale avant la finale. À un moment donné, en fait, le stress, il a été le temps d'une preview parce que moi, je sais pas combien de temps vous avez paniqué dans cette finale, mais très rapidement, moi, j'ai compris que ça allait aller dans un sens. Non, mais le problème, je vais te dire, c'est que et moi, je l'ai vu là où j'ai regardé le match, c'est que le supporter du Paris Saint-Germain est tellement habitué à l'irrationnel que même à 2-0, tu te dis, il y aura peut-être une faute non sifflée sur Donnarumma qui va amener un but, il y aura peut-être une main, non pas de Presnel Kimpembe, mais d'un autre à la dernière minute, je sais pas. Il y aura peut-être une remontada, il y aura peut-être un but du tibia de Dembaba. Tu vois, tout le vécu a pesé sur les épaules des supporters du Paris Saint-Germain. Ceux qui n'étaient pas supporters du PSG étaient un peu plus rationnels et ont très vite vu, au bout de 20 minutes, qu'en effet, le match était complètement à sens unique et qu'il n'y aurait pas de suspense. Par contre, par rapport à la preview, moi franchement les gars, je m'attendais absolument pas à cette physionomie de match. Mais je te rejoins complètement. Après, ce que tu viens de dire, en fait les deux sont pas, c'est pas paradoxal. Non, à la fois, en fait, au bout d'une minute 30 et ce dégagement de Vitinha ouais. Pour mettre la pression, tu comprends un petit peu dans quel état d'esprit ils sont et rapidement, tu vois qu'ils sont largement meilleurs. Il n'y a pas encore de but. Le but d'Hakimi va arriver au bout de quelques instants, mais tu vois qu'ils sont largement plus forts. Tu peux à la fois être... tu vois, dans l'analyse d'une domination sans partage et avoir un doute en même temps. Oui, c'est vrai. Mais finalement, t'as vécu 90 minutes ultra tranquille parce que l'équipe a été largement meilleure et qu'en face, ils ont fait l'une des pires finales, si ce n'est la pire finale de l'histoire du foot. Mais non, t'as raison, parce qu'avant de parler du PSG, il faut quand même qu'on parle rapidement de l'Inter, parce que moi, je comprends pas le plan de jeu, c'est-à-dire que t'es obligé de laisser la balle parce que t'es moins fort, ça je peux l'entendre, mais si tu laisses la balle, ça veut dire que tu vas être tranchant en contre. À un moment donné, à part Marcus Thuram que j'ai trouvé très juste dans les remises et tout, qu'on arrivait à le trouver parce que à un moment quand tu dégages comme ça, faut bien un mec qui arrive à contrôler en pivot et à décaler. Mais le reste, j'ai pas compris. Les pivots dont on a toujours dit du bien et on l'a vu sur cette compétition, là ils se sont fait éteindre. Ils se sont fait bouffer dans l'intensité, bouffer tactiquement. Après, le très haut niveau, on le dit souvent, c'est soit d'abord tu matches l'intensité, d'abord t'es dans l'intensité et après on parle tactique et après on parle technique. À partir du moment où t'es tout le temps en retard, tu gagnes pas un seul duel dans le match, que tu fais des choix terribles. Di Marco, il a un dans l'équipe, mais franchement, il met un parce que tu peux pas mettre 0, c'est un carton rouge. Vrai, mais il est terrible, tu fais que des mauvais choix. En fait, on peut parler de foot autant qu'on veut, mais ils n'ont pas mis les ingrédients, ils y étaient absolument pas. Donc, moi, je pense qu'on peut être frustré parce que on imaginait une finale serrée face à une équipe, on l'a dit, qui est sorti le Bayern dans des grands matchs, qui ont sorti le Barça dans des matchs dont on va se souvenir très longtemps. Moi, je suis content parce que mon équipe a gagné. La réalité de cette finale, c'est qu'elle a été tellement déséquilibré que en fait c'était pas une finale de très haut niveau. Donc on peut tirer à boulet rouge et la presse italienne et la presse mondiale a détruit l'Inter, mais à juste titre. Donc voilà, je pense qu'on peut pas en parler 20 minutes de la performance de l'Inter tant ils ont été nuls à chier. C'est pas une grande finale, Manu. Non, si, c'est une grande finale. Faut être deux pour faire une grande finale. Faut être deux pour faire une grande finale, mais après t'as une équipe qui a éclaboussé par son talent. Moi en fait à chaud, je me suis dit, alors il y a un truc, il y a un constat qui est implacable, c'est celui que t'as fait sur le côté athlétique et surtout le côté intensité où Paris a complètement mangé cette équipe de l'Inter. Mais à chaud, je me disais, pourquoi l'Inter insiste sur des relances courtes quand tu vois la qualité du pressing du Paris Saint-Germain? Pourquoi pas essayer notamment d'essayer de sauter les lignes, d'allonger, on va dire, sur certains ballons? Et en revoyant le match, parce que j'ai eu besoin de le revoir une deuxième fois, parce que la première fois, tu le vois toujours de manière un petit peu bizarre, en revoyant le match, en fait, quand tu vois ce que fait le Paris Saint-Germain d'un point de vue athlétique, d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique aussi, je pense que l'Inter ne pouvait pas proposer autre chose. Il n'avait aucune chance. Et puis voilà. Et si tu reprends simplement le thème de l'intensité, cette équipe de l'Inter, elle était absolument carbonisée. Alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que Simone Inzaghi nous avait expliqué en conférence de presse avant le match que il souhaitait être protagoniste, qu'il souhaitait avoir la possession. Bon, ça paraissait assez étonnant et d'autant plus après coup. Surtout qu'il y a des choix où il s'est beaucoup fait critiquer, des choix notamment offensifs. Mais de toute façon, pour gagner un match, c'est simple. Hein. Si t'es pas le plus technique, tu dois être le plus physique. Et si t'es pas le plus physique, tu dois être le plus courageux. Et à un moment donné, ils ont gagné partout le PSG. Et on peut aller sur ce match du PSG. C'est qu'à un moment donné, il y a toutes les images des buts, il y a les 5 buts et tout. Il y a ces images de contre-pressing quand même qui sont impressionnants. Et évidemment, l'image de Gvara qui revient à la fin sur 4-0, ouais. Sur qui il revient sur Dumfries. Merci Paul en régie sur Dumfries. C'est la seule course de Dumfries du match. Mais je trouve que ce PSG a une image, a un truc qu'ils auront gardé toute la saison, et pour le coup Luis Enrique, c'est sa victoire, c'est sa finale. Non mais bien sûr que c'est sa victoire. Ils sont arrivés
dans leur pic de forme technique, forme physique au meilleur des moments. On se dit souvent que les grandes équipes comme le Real Madrid peuvent passer la fin de la première partie de la saison un peu tranquillement avec des hauts et des bas, mais qu'à partir de février, il fallait embrayer. Et ce PSG-là a tout compris de cet aspect pour être vainqueur au printemps. Ils n'ont pas arrêté de monter en puissance. Ils n'ont finalement été en difficulté que 5 minutes à cheval contre Liverpool sur les 2 matchs et sur la dernière demi-heure face à Aston Villa. Ouais. C'est le seul moment où tu as eu un petit peu peur, mais c'était un péché d'orgueil en plus contre Aston Villa. Ils sont montés en puissance pour arriver à cette apothéose, cette alchimie fantastique où on comprend exactement ce qu'a voulu faire Luis Enrique tout au long de la saison. Donc un 11 ultra établi. On avait même un peu le débat Barcola et Désiré Doué, mais un pressing d'une intelligence phénoménale avec le symbole qui est Ousmane Dembélé. Le pressing d'Ousmane Dembélé pendant tout le match, c'était bluffant d'intelligence, d'intensité et d'efficacité. Franchement... et de dévotion aussi. Bien sûr, mais ça c'est vraiment le truc le plus exceptionnel. C'est-à-dire que Dembélé, tout le monde critique Mbappé à juste titre parce qu'il ne court pas. Dembélé avant il courait pas. J'ai vu des trucs sur Kvara à Naples. Naples il défendait pas à Naples. Pas comme ça, exactement. Donc il y a eu ils ont été galvanisés. Donc forcément dans ces cas-là, tu regardes le coach, il les a parfaitement préparés. En fait, ce PSG là et c'est pas, et franchement c'est pas le mec un petit peu émerveillé ou sous le coup de l'émotion qui dit ça. Le PSG 2025 va laisser une trace sur le football européen et mondial. C'est-à-dire que ce PSG là, il va être regardé, il va être scruté et tu verras qu'il sera copié parce que ce soit dans le jeu de position, que ce soit dans le jeu de transition, Luis Enrique, moi je trouve, a apporté un vent d'air frais justement sur le football, notamment par ce jeu de permutation, par ce jeu de permutation, par ses mouvements. Tout le travail effectué par cette équipe, la métamorphose, tu l'as dit, de ses profils individuels. Qui aurait pu penser qu'Ousmane Dembélé puisse faire ce qu'il a réalisé sur cette finale? Qui aurait pu penser que Kvara était un joueur justement dédié au collectif? On l'avait connu très tranchant sur les phases offensives avec Naples, mais là, aussi courageux, aussi généreux, on va dire, sur les replis comme il l'a été depuis le début de la compétition. Qui aurait pu penser qu'un Désiré Doué soit aussi altruiste, n'ait jamais cette touche de trop, ce qu'on lui reprochait il y a encore quelques mois? Enfin voilà, le fond de jeu, ce qui a été proposé par ce PSG-là sur toute cette campagne et qui est parfaitement illustré par le climax qui a été cette finale contre l'Inter Milan, sera aujourd'hui une sorte de modèle, une sorte de référent pour le football européen. Basta. Et la plus grande réussite, tu sais, l'accomplissement, c'est évidemment le gain de la Ligue des Champions. Mais je parlais de la manière. Est-ce qu'on a vu dans ces dernières années là, une équipe être capable d'aussi bien faire déjouer les très bonnes équipes qu'elle affronte. Parce que quand tu vois les matchs contre Liverpool, ils ont été totalement dominés. Tous les gens qui suivent la première ligue disent on n'a jamais vu Liverpool jouer comme ça. Arsenal a toujours très bien joué au foot. Ils ont des défauts évidemment dans les grands instants. Ils ont complètement déjoué face au PSG au point de faire du kick and rush par moment. Alors c'est complètement aux antipodes de ce que propose Arteta. Et c'est l'équipe de l'Inter qui a été magnifique dans le quart de finale et en demi-finale pour faire déjouer des équipes aussi fortes que celle du Barça notamment. Ils ont quand même marqué 7 buts sur la confrontation directe. Là, ils ont aucune occasion. Alors si la tête de Marcus Thuram, franchement, si elle est cadrée, c'est pareil. Non, c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de but. Moi, c'est ça qui me bluffe, c'est à quel point le PSG a une entité, une attitude, une identité très très forte, une identité très très forte, et à quel point cette identité fait déjouer absolument toutes les équipes adverses, au point qu'on est en train de se dire, c'est là aujourd'hui la meilleure équipe du monde, sans aucun doute, alors qu'on peut se poser la question avec le Barça il y a une semaine ou deux. Tu vois, si tu devais faire un comparatif, peut-être le Real sur le triplé avec Zizou, où justement il y avait cet aspect où tu te disais, mais c'était pas d'un point de vue philosophie tactique et philosophie de jeu, c'était plus dans le caractère, c'était les grands moments, la gestion du momentum, etc. Tu vois. Plus City l'année du titre, 2023, mais la finale face à l'Inter, c'est pas la même finale. Ah non, complètement. C'était même un peu dominé, on l'avait dit dans la preview, et peut-être, allez, je sais pas, même si c'est un style qui est complètement différent parce que c'est un jeu de transition, un jeu d'intensité, alors que c'est là où je trouve le PSG intéressant, c'est que c'est vraiment une équipe hybride qui est excellente en transition, excellente en attaque placée. C'est peut-être le Liverpool de Klopp. Le Liverpool de Klopp, justement, où t'avais cet esprit collectif, cette dévotion au collectif, où tu voyais que tes premiers défenseurs étaient tes attaquants, tes premiers attaquants étaient tes défenseurs. Donc c'est peut-être, mais encore une fois, c'est pour ça que je te dis, la photographie de ce PSG 2025 aujourd'hui, c'est une pierre de plus dans le football moderne.
Bayern, c'est un exemple, un modèle, le nouveau modèle en tout cas qui doit être non pas copié, mais en tout cas qui va inspirer, je pense, chacun des entraîneurs. Et tu le vois d'ailleurs à toutes les réactions des entraîneurs tout au long de cette campagne et même après la finale. Tu n'as eu que des éloges, même Arrigo Sacchi. Quand tu lis Arrigo Sacchi hier ou avant-hier, tu dis oui, bah là, Luis Enrique et le PSG se sont réinventés. Et je trouve ça intéressant. Je fais mini parenthèse là-dessus. N'oublions jamais dans quelle situation était Luis Enrique lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain. Il était dans une situation d'échec, même si son Espagne nous avait régalé pendant la Coupe du Monde jusqu'au match du Maroc où on pouvait reprocher des choses à Luis Enrique. N'oublions jamais dans quelle situation le PSG était en termes de jeu avant que Luis Enrique arrive. Qu'est-ce que tu as contre Christophe Galtier Ouais, c'est vrai. Non mais voilà, tu vois, quand tu mets ces deux situations cumulées il y a 2 ans et que tu regardes aujourd'hui que ce mariage a réussi à révolutionner, à apporter sa pierre à l'édifice en tout cas d'un nouveau football ou en tout cas d'une version d'un football évolué, je trouve ça juste exceptionnel. Mais moi ce qui est sûr c'est que tu as commencé à en parler, mais Luis Enrique, moi personnellement c'est un mea culpa, mais je pense que beaucoup de gens, parce que si tu prends les analyses qu'on faisait à la phase de poule, il y a un moment donné il y a quand même pas grand monde qui voyait ce PSG aller au bout, et presque beaucoup de monde qui disait Luis Enrique, on lui a laissé déjà un peu trop de temps. Mais moi je pensais son discours un peu usé. Tu parlais de son Espagne, je trouvais qu'il y a un moment donné c'était inoffensif, ce qu'on n'a pas phase de poule tout... c'était extraordinaire. Je sais pas si tu te rappelles, phase de poule c'était extraordinaire, contenu fantastique, incapable de tuer l'adversaire. Le match du Maroc avait tout changé, exactement pour les raisons que tu avais dit, parce que justement pour moi à l'époque il était trop dogmatique, ce qu'il a été au début du côté du PSG, mais jusqu'en novembre-décembre jusqu'à l'Atlético Madrid. Comment tu pouvais penser, rappelle-toi l'émission qu'on fait après l'Atlético Madrid, moi je l'avais dit, on a tout vu, j'en peux plus, je voulais que Luis Campos parte, je voulais que Luis Enrique parte, j'en avais marre, parce que tu te disais ils ne vont pas progresser, je ne croyais pas aux jeunes joueurs. Rappelle-toi, on disait mais Désiré Doué c'est trop jeune, mais c'était trop jeune à l'époque, trop jeune, tu vois. Et quand tu reprends, et je peux te dire, je me suis amusé à regarder quelques bribes de cette émission, et c'est là où tu dis que c'est complètement irrationnel dans le bon sens là cette fois-ci ce qui s'est passé depuis l'Atlético Madrid. Il a même un peu changé dans son discours parce qu'il était agaçant aussi, ce qu'il a fait à Margot Dumont, c'était la honte absolue. Ce qu'il avait fait à Margot Dumont, et à un moment donné il a dit à Margot Dumont, je fais juste une mini parenthèse, il l'a dit à la fin de cette finale, il a eu une phrase qui est intéressante et je pense que ça serait intéressant de creuser. Je crois qu'il y avait Hugo Guimet qui avait fait un très bon article dans l'équipe aussi là-dessus. Il y a quand même eu une phase un petit peu de crise dans ce PSG où il a dit qu'il y avait eu des réunions avec les joueurs, qu'il n'était pas satisfait de l'attitude justement des joueurs, et qu'il avait dit aux joueurs, si vous ne changez pas d'attitude, je pars, parce que je peux pas mettre en place ce que je veux mettre en place si entre guillemets vous ne me suivez pas. Et on avait, rappelle-toi, on avait senti des petites brouilles aussi en début de saison sur la première partie entre Ousmane Dembélé quand il est mis de côté, avec exactement contre Arsenal. Il y a quand même, tout n'a pas été linéaire. Je pense qu'il y a eu un choc. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, en tout cas en interne et dans cet effectif, entre ce coach et ses joueurs, avant d'en arriver à ce résultat-là. Moi, je te rejoins complètement. Je trouve que c'est un peu facile, tous les mecs qui disent on le savait, c'était le bon gars et tout. Non, mais tu peux soutenir ton coach. Nous, on est plutôt pragmatique, on aime bien remettre les choses en doute. Donc, naturellement, moi, mon équipe, elle me plaît pas forcément dans le jeu, mais en tout cas dans les résultats et dans l'attitude qu'elle dégage. Je vais le dire. Au bout d'un moment, il y a un changement d'état d'esprit et les résultats sont la conséquence de ce changement d'état d'esprit. Là, tu commences à kiffer. Moi, j'étais pas ravi de fin 2024 de ce que proposait le PSG, et j'ai été totalement conquis à partir du match contre City. La saison, elle se tient à un changement d'état d'esprit au niveau des joueurs, du coach et de la com, et aussi à un dribble ligne médiane de Bradley Barcola contre City qui lance complètement l'épopée folle de ce PSG là, et un Kylian Mbappé, j'allais dire, et Ousmane Dembélé qui se transforme en R9. Voilà, c'est ça la réalité de la saison. Avant qu'on parle de l'impact de cette victoire, pour rester sur Luis Enrique et aller sur les joueurs, pour moi, l'une des plus grandes victoires au-delà de la Ligue des Champions, c'est qu'il a réussi à coacher et changer un mec que je ne pensais plus coachable et en qui je n'avais plus d'espoir, c'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, dont on parle plus que jamais aujourd'hui pour le Ballon d'Or, mais on parle souvent des grands joueurs qui doivent trouver leur coach, peu importe le sport. Aujourd'hui, je pense qu'Ousmane Dembélé avait besoin de ce coach et l'a trouvé. Alors moi, tu vois, ce que je trouve intéressant, non mais clairement, il en avait besoin, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que Luis Enrique a aussi cru en Ousmane Dembélé, parce que quand Luis Enrique arrive au Paris Saint-Germain, il y en a quelques-uns qui dégagent. Je pense notamment à un garçon au milieu de terrain qu'on a tous aimé parce que auquel on est tous attachés, et je pense qu'on y a tous pensé. Peut-être que le PSG n'aurait pas gagné la Ligue des Champions s'il avait été là, mais un mec comme Marco Verratti, tu sais, quand t'as vu Marquinhos lever la coupe, t'as pensé à
tous ceux que t'aurais aimé voir justement dans cet effectif, et il en fait partie. Mais par exemple, ça fait partie des joueurs qui ont été dégagés par Luis Enrique, parce que Luis Enrique disait tu n'arriveras à rien si t'as ce gars-là. Le Ousmane Dembélé, il a réussi avec perte et fracas, parce qu'on l'a dit, il y a eu cette brouille, cette mise à l'écart, il y a eu toutes ces discussions, mais il a réussi à transformer Ousmane Dembélé. Il a réussi à faire avec Ousmane Dembélé ce qu'il n'a pas réussi à faire avec Kylian Mbappé. Ouais, c'est fou, bien sûr. On l'a vu, cette série, elle est extraordinaire, elle se voit en 1h30 en plus, donc c'est assez facile. Le discours qu'il a de Kylian Mbappé quand il lui explique, mais tu veux être Jordan, mais en fait, tu sais, pour être un vrai leader, il faut avant tout que t'emmènes les gars, il faut que tu sois le premier à défendre, voilà, etc. Mais en fait, quand tu regardes l'attitude de Ousmane Dembélé aujourd'hui, tu repenses à cette causerie Enrique-Mbappé, et tu te dis, bah, il y en a un qui a eu l'intelligence de l'écouter et de lui faire confiance, et l'autre qui continue à courir 6 km par match. Ousmane Dembélé aujourd'hui pour le Ballon d'Or, t'y crois ? Bah, il faut y croire. T'es meilleur joueur de la Ligue des Champions, t'as des stats indécentes, tu fais la meilleure saison de ta carrière et de loin. Évidemment que dans une année où il n'y a pas de grande compétition normalement avec les équipes nationales, ni Coupe du Monde, ni Euro, tu peux te poser la question. Il fait partie des favoris avec Lamine Yamal sans aucun doute. On verra l'impact de la Ligue des Nations, on verra l'impact de cette Coupe du Monde des clubs où aujourd'hui on est tous très sceptiques, mais bon, on verra, ça se trouve qu'il y aura un engouement de ouf. Mais là aujourd'hui, si t'es élu meilleur joueur de la compétition reine de club, que tu gagnes avec panache, que même dans cette finale où tu penses au collectif avant de penser à tes stats individuelles, que tu es décisif avec 2 passes décisives, ouais, pour moi, il est grand favori de cette Ligue des Champions. Alors, il y a eu beaucoup de déçus, hein. Français. Griezmann a été déçu alors qu'il aurait pu la gagner. Franck Ribéry, j'en parle même pas. En 2013, il y avait tout pour qu'il le soit. Mais aujourd'hui, il y a plus Ronaldo, il y a plus Messi. Donc pour moi, c'est le grand favori. Maintenant, écoute, que ce soit un mec de 18 piges ou un mec qui a un peu plus d'expérience comme Ousmane Dembélé qu'il est, quoi qu'il arrive, ce sera un beau Ballon d'Or. Après, je vais te dire, j'ai même plus envie de me poser cette question-là, parce que rappelle-toi à l'époque où justement on était dans le projet marque du Paris Saint-Germain, on ne parlait que du Ballon d'Or de Neymar, du Ballon d'Or de Kylian Mbappé, du possible Ballon d'Or de Messi. C'est même pas possible parce qu'il l'a eu après la Coupe du Monde. Et par contre, on était focalisé sur le Ballon d'Or. On avait une équipe qui n'en était pas une, et des résultats qui étaient cataclysmiques en Ligue des Champions. On parlait du Ballon d'Or au début des saisons. Voilà, on a parlé du Ballon d'Or au début. Mais là, l'accomplissement, il est fait. Donc on en parle. Il faut faire du lobby pour lui. T'as raison, il faut faire du lobby pour lui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on a vu l'expression collective poussée à son paroxysme, et ça nous régale. Et t'as vu le discours d'Ousmane Dembélé qui dit, mais moi, en fait, entre guillemets, moi, les titres individuels, c'est cool, mais moi, ce que je veux, c'est gagner des titres collectifs. Et il le dit à Canal+ avant d'aller chercher justement cette Ligue des Champions. Donc, en vrai, l'image de ce PSG-là, elle ne se limite pas à Ousmane Dembélé, elle ne se limite pas au doublé de Désiré Doué, elle ne se limite pas aux arrêts de Donnarumma. C'est vraiment l'impression collective qu'éclabousse aujourd'hui l'Europe et le monde entier. Et en vrai, s'il a pas le Ballon d'Or et qu'il est donné à Lamine Yamal, eh ben c'est pas grave. Non, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça, clairement, c'est pas grave. Je pense que ça changera rien à sa vie. Il a eu sa Rolex à 500 000. Ça, y a pas de souci là-dessus. C'est le plus important, en vrai. Mais il n'empêche que dans l'ère après. L'ère d'après post-Ronaldo et Messi, moi j'aime bien quand le meilleur joueur de la meilleure équipe, sachant qu'il a des stats qui vont avec, soit récompensé. Et donc là aujourd'hui, Dembélé, j'aimerais que le peuple français, les joueurs français aillent dans ce sens-là du storytelling, parce que les Espagnols, ils vont le faire. Le Real, il commence déjà avec Kylian. Lamine Yamal, il est poussé par tout le monde parce qu'il est adoré, c'est le chouchou du foot mondial. Donc moi, quand j'entends Manu Koné dire non, mais c'est vrai que nos 2 meilleurs joueurs, Kylian et Ousmane, ou Cherki dit la même chose, je me dis, mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est la géopolitique du vestiaire, ça. Aujourd'hui, tu dois dire Ousmane Dembélé est le grand favori, nous on espère qu'il le sera. Et oui, Kylian, il a une candidature solide, etc. Mais là, il faut pousser pour un seul mec, sinon ça va être dilué. Et quand c'est dilué, ce sera Lamine Yamal. Puis dans ce truc où quand même on peut remettre en avant un peu les titres, et on l'a vu sur les dernières années, pour moi si Karim Benzema l'a eu, Ousmane Dembélé a peut-être moins d'images marquantes que Karim Benzema sur la Ligue des Champions qu'il avait produite, mais sur être le meilleur joueur de la meilleure équipe et sur l'équipe qui est sans contexte celle qui a été la meilleure cette année dans le monde, à un moment donné il a le droit d'être récompensé. Jurisprudence Rodri, c'est-à-dire le plus bel emblème et symbole d'un collectif qui a triomphé. C'était Rodri l'année dernière, ça peut tout à fait être Ousmane Dembélé. On avait été très surpris que Vinicius l'ait pas l'année dernière aussi. Voilà. Ouais, complètement. On rappelle que le scrutin a aussi changé avec le retour des journalistes, on va dire. Pour finir sur cette finale, il y a 2 hommes forts dont j'ai envie de parler. On peut pas parler de toute l'équipe. Il y a Marquinhos et Doué. On va peut-être commencer par Marquinhos qui a eu ce discours après le match qui était plutôt émouvant, même si c'était pas sport.
Même si t'es pas supporter du PSG. Je reconnais mon gars qui est en pleine montée en tout cas sur les 3 jours. Qui est en pleine montée et qui a les larmes aux yeux. Il a pleuré 5 fois en 2 jours. Il m'a régalé, Marquis. Marquinhos, alors bon. Même le discours de Macron l'a fait pleurer alors qu'il était à peu près raté, mais bon. Il a dit Domamouma ou un truc comme ça. Le premier titre en 85. Non, malheureusement, non, c'est pas 85. Côté, mais Marquinhos, mine de rien, ça change toute sa legacy. Alors il y aura peut-être toujours un peu cette tâche sur le Brésil, mais d'un point de vue club. Il y a la Coupe du Monde là en 2026, qu'est-ce que tu racontes? J'espère pas quand même, mais d'un point de vue club, est-ce que ça efface tout ce qui s'est passé avant ou pas? Bah oui. C'est la bien légende. Sûr, de quoi on parle. Bah oui. Maintenant, c'est la légende. Bien sûr. Maintenant, c'est la légende. La grande question, tu savais qu'il était rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain. On rappelle, c'est le joueur le plus capé. Ouais. Tu savais qu'il était rentré dans l'histoire du Paris Saint-Germain, mais là, il y a des images, là, il y a des photos. Là, il y a le plus grand exploit de l'histoire du club, c'est une certitude. De l'histoire du football français, ça, on va en discuter un petit peu plus tard. mais oui, c'est la légende du club. Ouais, c'est la légende du club. Il est adoré par les supporters. Tu sais, il a que 31 ans, t'as l'impression qu'il est là qu'il en a 36. C'est à l'image de ce qu'ont traversé les supporters depuis l'arrivée de QSI. Beaucoup de désillusions, beaucoup de déceptions, beaucoup de moqueries. Oui. Jusqu'à ce moment fatidique où ça change absolument tout pour tout le monde. Quand on disait c'est le premier jour du reste de la vie des fans du PSG, ça marche pour certains Olympiens aussi, mais c'est le premier jour du reste de la vie de Marquinhos. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions et l'image avec Kipembe, la photo là où ils sont en pleurs, c'est la plus belle photo de tout ce qu'on a vu devant l'Arc de Triomphe, devant plein d'autres photos, celle de Désiré Doué avec le poteau de corner et tout. La plus belle image, c'est le Titi parisien symbole et Marquinhos qui a épousé la culture parisienne. Tu vois, donc Dembélé dans le vestiaire, c'est lourd aussi. Dembélé dans le vestiaire aussi, Dembélé dans les cages, c'était magnifique. Mais pour moi, la plus belle de toutes, c'est Kipembe qui est dans le groupe alors qu'il est pété depuis 2 ans, et Marquinhos parce qu'ils ont tout traversé, parce qu'ils ont souffert et parce qu'ils aiment le club. Ça, c'est un des trucs les plus marquants aussi, c'est que au sein de l'effectif, tu sens que les gars, ils kiffent Paris, ils kiffent le PSG. C'était pas le cas sous Zlatan. C'était pas le cas avec Neymar, c'était encore moins le cas avec Léo Messi. Et donc du coup l'attachement supporter-joueur avec des chansons qui sont reprises par tout le groupe et par tout le public, franchement ça te donne des émotions auxquelles on n'imaginait même pas. On a beaucoup parlé du club fake du Paris Saint-Germain. L'institution, elle est là. L'institution, elle est existante et Marquinhos fait partie de cette institution. Par contre, quand j'entends tu vois, c'est marrant, enfin... En fait, pour moi, il est obligé maintenant de finir sa carrière au PSG. T'es obligé, Marquinhos. Il va finir les 5 ans. Il est cramé, le mec. Tu vois, mais par contre, voilà, c'est ça ce que il va aller au Qatar. C'est ça que je voulais dire. Et c'est logique et c'est normal. Et je tire pas dessus. Je tire pas sur Marquinhos. Mais quand je vois sa réaction à la fin du match, je me dis comment il va se relever de ça. Comment il peut rebondir? Il a un objectif à la Coupe du Monde. Moi, je sais pas, c'est des grands champions. Au contraire. Ouais. Est-ce que ça peut pas aussi le libérer de certains trucs pression, et tout? Ah ouais, tu joues plus de la même manière quand t'es champion. Il a que 31 ans. Non, je le vois faire la prochaine année. Après, à 32-33, s'il a encore la dalle, tu continues. Devoir mettre un but contre son camp en quart de finale. Voilà, il peut encore changer l'histoire. Il est anachronique dans ce vestiaire parce que c'est le plus ancien du club, c'est l'un des plus anciens en termes d'âge. C'est-à-dire que pour lui, c'est un aboutissement. Pour un mec comme Désiré Doué qui est arrivé il y a 1 an, ça arrive peut-être presque un peu trop tôt. C'est jamais trop tôt, une victoire en Ligue des Champions si tu veux, mais il a une carrière à bâtir derrière, etc. C'est plus une question moi que je vais me poser dans les semaines et mois qui viennent. Le dernier joueur dont on parle, c'est évidemment Désiré Doué qui fait la meilleure finale pour moi et pour beaucoup de gens de Ligue des Champions côté parisien. 2 buts, c'est et une passe, c'est incroyable parce que et quelle passe. Oui, quelle passe. On compare beaucoup avec Messi et sa finale de 2011 sur la précocité en tout cas de ce qu'on voit de ce mec et de ce qu'il montre depuis 6 mois. Comment il a réussi à prendre une place dans ce vestiaire et le niveau qu'il a. Il y a son éducateur là, je sais plus qui l'entraîne, formateur voilà, qui dit il est à 80% de ses capacités, il en reste 20. C'est incroyable quand même ce qu'on voit de Désiré Doué et pour la suite, rien que pour l'équipe de France au-delà du PSG, tu peux te baser sur lui quand même. Exceptionnel, mais toute cette finale montre à quel point il a progressé. Déjà, prenons le premier but, mais tout le monde l'a dit et tout le monde s'est fait la réflexion devant sa télé. Il fait la passe là où 95% des mecs auraient pris le tir et ça aurait peut-être pas forcément terminé sur un but. Donc bravo pour l'altruisme. Bravo aussi sur les 2 autres, sur les 2 buts qu'il inscrit. Compte le nombre de touches qu'il fait. C'est pas du tout le Désiré Doué qu'on a vu arriver au Paris Saint-Germain. C'est pas celui qui flambait non plus sous le maillot du Stade Rennais. Il est exceptionnel. Maintenant, je veux juste mettre un petit bémol.
Hier, j'étais sur une émission, on le comparait à Kylian Mbappé. Là, je vois que certains le comparent à Messi, à truc, à machin. C'est quelqu'un qui bonifie le collectif, mais c'est pas quelqu'un qui tient le collectif. Il y a un collectif et ensuite, dans ce collectif, il y a des individualités qui font des différences et sont exceptionnelles. Il a été extraordinaire, exceptionnel. Maintenant, c'est dans un certain cadre aussi. C'est pour ça que il est pas Lamine Yamal encore. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, voilà, j'ai pas envie de le. C'est extraordinaire. 2 buts, une passe décisive. Il a quoi? Il va avoir 20 ans. Ouais, il a 20 ans, bon anniversaire. Aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Il reste le plus longtemps possible au PSG, s'il te plaît. T'inquiète pas pour ça. Mais ce que je veux dire par là, et même l'attitude, tu vois. Franchement, son entrée au parc sur le trophée, c'est extraordinaire. Je regarde la vidéo toutes les 10 minutes parce que c'est dingue. Mais ce que je veux dire par là, c'est. Je veux pas non plus qu'on le crame. Je veux pas non plus qu'on le compare en fait à des individualités qui ont porté des collectifs qui étaient parfois faibles parce que justement lui s'inscrit dans un collectif fort. Ouais, non, mais je te rejoins sur pas mal de choses. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à le comparer aujourd'hui, même à Mbappé de la Coupe du Monde 2018, ce genre de choses. Sans dire qu'il est pas encore à ce niveau-là, il est en train de devenir une star. Je sais pas si vous avez vu l'évolution de ses followers sur Instagram. Il était à 168 000 avant Noël, il est à 2,7 millions aujourd'hui. Bon, bah, clairement, il casse la baraque. Mais moi, ce que j'ai apprécié avec lui, c'est la construction du gars. Donc ça fait 2 ans qu'il est à haut niveau. Jamais j'aurais imaginé qu'un natif d'Angers formé au Stade Rennais devienne une superstar au PSG. C'est quand même la beauté de ce sport et des choses surprenantes de la vie. Ce que j'aime, c'est que entourage de ouf, énorme bosseur. Le gars, il a tout compris très rapidement. Quand il enlève son maillot, tu fais, mais attends, c'est un mec de 19 ans, ça? Il a une personnalité incroyable. C'est incroyable comme il est balèze déjà. Ouais. Et en fait, quand on dit qu'il a 80% de son potentiel, c'est exactement ça. Il a encore tout à apprendre du très haut niveau, du leadership et justement de la pression aussi quand la défense est focus sur toi, parce qu'aujourd'hui c'est le 3e meilleur attaquant de l'attaque. Ouais, complètement. Son enjeu à lui, c'est de devenir le meilleur attaquant du PSG à un moment donné ou dès l'année prochaine. Donc il y a encore des étapes. Il est amené à être numéro 1 du j'espère, oui. Oui, j'espère. Après, là, il va avoir un statut il a 26 ans. Dembélé, il est encore jeune. Il a surtout Barcola, encore jeune lui aussi. Il y a quand même tu vois, une attaque qui va continuer à grandir ensemble. Donc ça, c'est la très très bonne nouvelle. Écoute, faut en attendre monts et merveilles. Ça, t'as raison. Tu parles de l'équipe de France du PSG. Le mec, il a tout pour lui. Et quand t'écoutes son formateur qui est passé sur RMC hier, il t'explique que sa meilleure position, c'est 8-10. Oh, c'est bizarre parce que moi, en fait, sur le côté, je le trouve quand même plutôt fort. C'est comme ça, en tout cas, qu'il a marqué l'histoire du football français, parce qu'il a marqué l'histoire du football français ce week-end. Mais tu te dis que ça peut être demain le dépositaire du jeu du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, dans un rôle même différent. On va voir comment il va évoluer. Laissons-lui du temps. Mais à l'image de Mbappé quand il arrive, exactement. Le Désiré Doué de 2027 sera très 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 différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Là, je te rejoins complètement. Ça va être très dur de se faire une dernière compète avec Dédé, sachant que t'as Doué, Dembélé, Mbappé devant et que ça peut jouer très mal. On verra. Ça, c'est bien que tu dis ça. Parce que là, j'ai découvert ce week-end qu'on pouvait gagner des grands titres en jouant bien au foot. Ouais. Et ça fait du bien, hein. Non, mais ça fait du bien. Non, mais je te jure, on n'est pas obligé de bétonner. Si Didier nous entend, on peut essayer de bien jouer au foot et on peut même gagner comme ça. Ouais. Non, mais attends. Mais là, c'est dingue, ça. Là, ce qui s'est passé avec Paris, je pense, va obliger Didier Deschamps à réfléchir à certains trucs. Hein. Ah bon, le rôle de neuf, tu vois, certaines choses. En tout cas, voilà. On va sur un peu l'impact de ce titre. Je mets les pieds dans le plat directement. Aujourd'hui, même si c'est même pas mettre les pieds dans le plat. Oui, aujourd'hui, le PSG est le plus grand club français de l'histoire. Sans aucun doute. Ça y est, c'est fait. Oui, sans aucun doute. On se souvenait, on avait fait cette émission à l'époque de la classe foot. Ensemble, on se disait quel était le plus grand club et on disait Paris est un gros club aujourd'hui, mais il n'est pas encore un grand club. Et Marseille était largement le plus grand club de l'histoire du foot français. Aujourd'hui, sans aucun doute. C'est largement le club le plus titré. T'as 100 titres en cumulé. T'as 2 Coupes d'Europe sur 3 françaises, bien sûr. En étant un très jeune club à l'échelle du foot français. Non, pour moi, il y a rien à dire. C'est le club le plus populaire aujourd'hui. Moi, ce qui m'a vraiment le plus marqué dans ce week-end, c'est à quel point il y avait des fans du PSG partout en France. Ça, t'as raison. Ça, t'as raison. Là, aujourd'hui, c'est Marseille est vainqueur de la Ligue des Champions. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir à Lyon des célébrations, place de la Comédie à Montpellier, tu penses? Non, oui, à Lille, moi, je vais te dire. C'est culturel aussi. Moi, je vais te dire. C'était culturel. C'était culturel. Je pense, c'est pour ça que je comparais, ça a pu choquer des gens en début d'émission, c'est pour ça que je comparais à 98. C'est que pour moi, il y a une bascule qui s'est opérée ce week-end. Comme en 98, il y a une bascule qui s'est opérée dans le pays. Là, c'est une bascule, je pense déjà, qui s'opère à Paris. N'oublie pas, Tom, quand on était petit dans cette ville, on allait au bahut avec un maillot du PSG. Tu te faisais chambrer par les mecs qui étaient supporters de l'OL parce qu'il y avait eu City
titres consécutifs. T'étais charrié par les mecs qui étaient supporters de l'OM dans ta propre ville parce que avec 93, t'as certains darons qui avaient inculqué une certaine histoire aussi également à leurs enfants. Et là, tu vois, le game changer, c'est que samedi, quand je suis sorti dans la ville, avant même le début de cette finale, tu avais des maillots Echter absolument partout. Sans doute beaucoup de wannabes, sans doute beaucoup de mecs qui ont réécrit l'histoire et qui sont réinventés un truc, mais c'est pas grave, je m'en fiche en fait. Ça fait partie justement de ce grand choc qui a eu lieu ce samedi. Moi, je t'avoue quand même, pour avoir eu la chance de commenter l'Olympique de Marseille cette semaine, n'importe quoi, cette année à l'extérieur, j'ai été choqué que tu arrives dans certaines villes qui sont à 900 bornes de Marseille et que tu vois en fait un stade qui est peuplé de Marseillais, tu vois. J'ai été choqué et je pense que Marseille quand même a une popularité, on va dire, dans ce pays, aussi parce qu'il y a un héritage jacobiniste, tu vois, en France, c'est-à-dire cette haine un petit peu de la centralisation autour de Paris, le fait que tout se passe à Paris, etc., etc. Ça, on n'y peut rien, c'est historique, c'est ancré, c'est ancré bien sûr dans notre culture et dans la manière de faire dans ce pays-là. Par contre, je pense que ce match-là va amener une bascule, de la même manière que 93 a amené une bascule et expliquait pourquoi certains de nos potes, quand on était petits, étaient supporters de l'OM mais pas du PSG alors qu'ils étaient nés ici. C'est là où je pense que les choses vont changer. Le rapport tend peut-être à s'équilibrer. Est-ce que Paris est le... Oui, t'as dit, ils ont gagné le plus de titres, etc. Après, l'histoire est en mouvance. J'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie de profiter de cette Ligue des Champions pour enfouir tout ce qui s'est passé avant, pour oublier ce que représente l'Olympique de Marseille. Je pense que Paris fait partie des très grands clubs du monde aujourd'hui. Paris est assis à la table des grands, ce que n'est plus l'Olympique de Marseille. C'est une réalité, et depuis longtemps. C'est une réalité notamment économique. Mais par contre, tu vois, en termes d'histoire, je pense qu'il y a Paris d'un côté, je pense qu'il y a Marseille de l'autre, et derrière... Et Lyon nulle part. Bon. Lyon est un peu en dessous. Tu regardes même les audiences, tu regardes même un peu en dessous. Il y a un monde. Ça fait longtemps que les deux clubs, les phares, et de toute façon, on a besoin d'avoir ces deux entités qui sont très très fortes. Quand je parle des deux entités, c'est Marseille et Paris. Dit tout ça, ça reste Paris est le plus grand club français. Oui, je pense qu'aujourd'hui c'est factuel. C'est factuel. C'est le plus grand club actuellement et demain il y aura d'autres phases, il y aura d'autres cycles. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est clairement Paris. En fait, statistiquement, tu peux pas aller à l'encontre et même sur l'impact aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que ce titre. Bon, il y en a beaucoup qui voulaient pas le voir. J'en étais même l'un des fervents défenseurs. Moi, je ne voulais pas parce que quand t'es supporter d'un autre club, et c'est tout le débat du clubisme, t'as pas forcément envie de voir le PSG gagner. Maintenant, il l'a gagné et il va avoir un impact sur le football mondial, évidemment, parce que le PSG rentre, et t'as commencé à en parler, dans une nouvelle ère. Et est-ce qu'on peut le considérer aujourd'hui comme l'un des grands clubs du football? On va en parler. Mais déjà, sur l'impact français, ça va pousser des gens qui se cachaient, notamment les Marseillais, derrière on a un titre en plus, à se dire bon allez, il va falloir qu'on taffe, il va falloir qu'on aille rechercher des titres, aller regagner des choses, notamment pour Lyon, pour les autres clubs aussi. T'es obligé aujourd'hui, le PSG a atteint son but, tu peux plus te cacher derrière les échecs en Ligue des Champions, donc ça va pousser mine de rien un peu le football français. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur le football français avant le football mondial? Il faut que c'est un impact. Si le football français a les bonnes réflexions ou tire les bonnes conclusions. Il y a dans les pistonnets un supporter de l'Olympique Lyonnais qui m'expliquait, je ne comprends pas comment le PSG a pu remporter cette Ligue des Champions. On a été le plus grand club en Europe et nous on l'a pas gagné. Bon, tu vois, après je suis pas obligé de le citer, je suis pas obligé de citer les trucs les moins intelligents, les trucs les moins intelligents qu'on a pu entendre ces dernières semaines. Moi, ce que j'ai peur, surtout pour revenir à quelque chose de sérieux, c'est j'ai peur aussi que ça soit un écran de fumée cette Ligue des Champions vis-à-vis du football français. Tu crois? Parce que franchement, on est au moment où Philippe Diallo et la Fédé récupèrent la Ligue. Il va avoir une révolution dans les années qui vont suivre après que le football français soit complètement en échec. J'ai quand même l'impression que Vincent Labrune va à un moment donné partir. Nasser, il va être obligé à un moment donné, s'il veut pas que le foot français, donc quand même son socle de base évolue dans la bonne direction, il va devoir un petit peu à un moment donné réfléchir à une répartition un peu meilleure. Moi je crois, alors écran de fumée, oui, bien sûr, mais la révolution, elle a commencé il y a 3 semaines. Complètement. Avec le putsch de Diallo. Je suis d'accord avec toi, mais moi, l'énorme souci que je me fais, c'est que c'est pas parce que le PSG a gagné la Ligue des Champions qu'il y a un énorme diffuseur qui va arriver, qui va mettre blinde et qui va permettre de maintenir l'écosystème aujourd'hui de ce football français. Le PSG est hors sol. Le PSG, de toute façon, n'est pas dimensionné pour la Ligue 1. Le PSG fait partie de cette ligue fermée, des clubs aujourd'hui qui comptent en Ligue des Champions et qui ne dépendent même plus de leurs droits domiciliaires
domestique, mais bien de ce qu'ils gagnent justement sur les scènes européennes et mondiales avec la Coupe du Monde des clubs. Et moi, je te le dis, je pense que ça va tendre justement aussi à accroître le fossé qu'il y a entre le Paris Saint-Germain et le reste. Est-ce qu'aujourd'hui, le PSG est un grand d'Europe? On rappelle ce qu'on appelle les grands d'Europe, c'est les Real Madrid, c'est les Bayern, c'est les Liverpool qui ont gagné 15, 8, 7 Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est leur première, c'est un grand club d'Europe actuel, mais est-ce que c'est un grand d'Europe? Est-ce que quand tu affrontes le PSG, tu dis que tu affrontes un grand d'Europe? Moi, je vais te dire, c'est un grand d'Europe par son institution aujourd'hui, parce qu'on peut parler d'institution. Quand je parle d'institution, c'est pas forcément Nasser El Khelaifi, c'est le pouvoir que tu donnes à ta direction sportive et à ton coach pour justement mener à bien un projet sportif. C'est aussi un grand club par son public, parce que ça, c'est un truc qu'on avait beaucoup répété les autres années, mais on n'avait pas de victoire, où il n'y avait pas de fait sportif qui permettait justement, mais l'Europe entière a été impressionnée par le public parisien. Au parc ou à l'extérieur. Exactement. Tous les gens, on a tous un pote qui était à Munich, tous les gens qui étaient à Munich te disent, les supporters de l'Inter sont venus nous voir pour nous dire, mais les gars, en fait, c'est une dinguerie d'être supporter du PSG, tu vois. C'était dur de chanter, hein. Les micros sont comme ça. Oui. Vers le public parisien. Et puis il y avait 5-0. Ouais, ça n'a pas aidé. bien sûr, la mais face du chauve là qui pleure là, c'était quand même incroyable. Ouais, elle est folle. Brésil-Allemagne, gros. Mais tu vois, les mecs qui étaient en Angleterre, à Liverpool, Arsenal, Rio Ferdinand, exactement. Avant Liverpool. Les supporters parisiens ont choqué l'Europe entière, et ça date pas de cette année, c'était déjà le cas en fait par les années passées. Donc oui, Paris est un grand d'Europe maintenant. Quand tu compares au Barça, au Real, à toutes ces énormes palmarès, ces énormes histoires, bah c'est maintenant en fait qu'il va falloir aussi que tu te pérennises à ce niveau-là et que bah tu construises une histoire aussi. Aujourd'hui, tu es un peu dans la sphère de Chelsea, l'Inter, mine de rien, tous ces clubs qui ont gagné et qui ont gagné récemment. Par contre, tu quittes la sphère d'Arsenal, non mais c'est vrai, ça fait du bien. Non mais oui, il y a un peu de ça, t'as raison. Oui, mais bien sûr. Écoute, on verra dans l'histoire. On verra dans les années futures, les 5 prochaines années, nous dirons si le PSG continue de gagner des titres et s'installer parmi les meilleurs. Mais en tout cas, là où je te rejoins complètement, c'est que quand tu te dépucelles, c'est toujours un moment important de ta vie. Donc, c'est jamais c'est bizarre, c'est jamais le plus agréable et la meilleure, mais là, cette fois-ci, oui. C'est très important d'y aller quand même. Cette fois, c'est réussi. C'est réussi. C'est une belle première. Hein. Oh la vache. Belle première. Ouais, j'aurais rêvé d'avoir la même chose. Hein. Belle première. Et maintenant, il faut se poser la question et maintenant, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. D'ailleurs, Polo, si tu peux nous mettre les cotes. Évidemment, c'est une petite compétition dans la saison, c'est avant de se projeter sur l'été du PSG, mais il y a cette compétition qui existe, où le Real Madrid, vous le voyez, est favori sur Winamax, avec Manchester City qui est deuxième, avec le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, si vous voulez parier sur Winamax, eh bien, il y a un petit code promo à mettre, et tiens, je vous explique tout ça, ce sera plus simple. En plus, je parle du PSG dans cet extrait. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur des centaines de matchs chaque week-end. Tu peux aussi parier sur les perfs individuels, et ça, c'est ce que je préfère. Le doublé d'Ousmane Dembélé, le penalty de Salah, encore plus safe, le but de Gyökeres. Tu peux aussi parier sur les vainqueurs de compétition, comme le Barça qui remporte la Liga, ou le PSG qui remporte la Ligue des Champions. Laissons les Parisiens rêver un peu. L'offre football de Winamax n'a jamais été aussi complète, avec des dizaines de championnats sur lesquels tu peux jouer. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec le code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle que le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et on est là pour s'amuser. Bravo mon Tom. Bien vu Tom. Bien porté l'œil, bravo mon grand. Mais ça tu vois ça. Bon placement de produit. Beau placement de produit. Mais tu vois ce que tu viens de faire. Tu vois se moquer des remontades et machin. Je pense que ça c'est l'épine, la plus grosse épine du pied enlevée aux supporters du PSG. Vous allez tous arrêter de nous casser les couilles là. Oh là 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 là, quel plaisir. Encore plus les Lyonnais qui ont jamais rien gagné les mecs. Oh, même pas une finale européenne dans leur histoire et ils sont là à nous charrier. Oh, Inter Toto 97. Voilà exactement, rien donc hein. Cet été on va pouvoir partir en vacances en France et ça c'est agréable. Et à l'étranger aussi. Oh quel plaisir. Alors, on parlait de la Coupe du Monde des clubs très rapidement sur cette compétition, c'est dur de se projeter parce qu'on sait même pas si on va la prendre au sérieux pour l'instant, on sait pas. Alors toi tu as un doute. Ouais. Et nous, le public, on a tous un doute. Les joueurs, ils ont aucun doute. Hein. Ils avaient coché ça très rapidement dans leur calendrier. Cherki, on a parlé encore il y a quelques jours. Pour eux, c'est important. Ils se sont tous préparés pour être bons
en juin-juillet comme une grande compétition. Quand ils sont partis à Doha, les joueurs du PSG, c'était dans l'optique d'avoir un pic fin mai, mais aussi de pouvoir enchaîner avec une grande compétition. Donc à l'échelle mondiale, moi je pense quand même qu'il peut y avoir un raz-de-marée médiatique parce que en Amérique latine, en Asie, en Afrique, t'as raison. Tout le monde va en parler. Le PSG Botafogo, tout le monde va en parler à un moment donné. Les Lyonnais. Comment ça, les Lyonnais? Ah bah oui, bien sûr, c'est bien sûr. C'est l'OL2. Bien sûr. Donc, bien sûr, nous, on est là avec nos yeux d'Européens, le vieux continent, on est là, blablabla. Mais en fait, à l'échelle mondiale, il y a un monde où c'est une bête de compétition qui sera fun à regarder. En plus, c'est la grande messe en clair, absolument, sur DAZN. Et en plus, c'est la grande messe à 1 an de la Coupe du Monde qui aura lieu, elle aussi, aux États-Unis. Donc, si Paris se qualifie et va loin, peut-être qu'on va se retrouver avec des liesses dans la rue. Non, mais t'as tout dit. Non, t'as tout dit. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est 17 matchs de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, 34 journées, je sais pas combien de matchs de coupe. La Ligue des Nations qui arrive. La Ligue des Nations là qui arrive, Coupe du Monde des clubs. Mais en fait, en septembre, c'est quoi? C'est des mecs carbonisés qu'on va voir revenir. Il faut taper. Et pour les autres clubs français, il faut y aller dès août. Bien sûr. Par contre, Lyon, oui. Lyon sera en Ligue 2, donc rigole, mais c'est peut-être vrai. Ouais, je rigole, c'est jaune. Juste pour finir sur la suite du PSG, là, il y a cet été qui arrive, donc après la Coupe du Monde des clubs. Ça va être quoi l'objectif du mercato? Est-ce que tu dois aller faire des coups? Est-ce que pour une fois le PSG doit le prendre paisiblement et se dire on a déjà l'effectif qu'il faut? Il faut aller chercher Lamine Yamal. Je pense qu'aujourd'hui c'est le mec qui a rien 300 millions sur la table. Rien de prolonger en plus. Ramener Mbappé. Non mais il y a quand même des questions. Alors déjà on a appris aujourd'hui que Gonzalo Ramos et Kangin Lee étaient sur le départ et Luis Enrique n'en voulait pas. Donc il y a quand même des choses auxquelles il faut penser. T'as toujours pas d'arrière droit dans l'effectif derrière Hakimi. Il va falloir penser très sérieusement à remplacer Marquinhos. Une doublure au moins, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Beraldo, Kipembe, voilà. Il n'y a pas d'axe droit dans cet effectif pour suppléer Marquinhos. Donc, tout le monde pense à Konaté. Et puis, donc, un fameux numéro 9 qui serait dans la rotation. Donc, et puis, il y a des pépites à aller chercher que tu fais grandir dans l'incubateur. Tu as le droit de refaire des coups à la Bradley Barcola, à la Désiré Doué, à la Joao Neves aussi. À la Ryan Cherki. Ce qu'a pas fait Guardiola, par exemple, après le sacre de City, c'était justement de challenger ses titulaires, challenger son groupe qui était arrivé à un aboutissement alors qu'il était à un niveau de maturité un peu plus avancé, tu vois, que le PSG là, parce que on rappelle quand même que le projet sportif du Paris Saint-Germain, il n'a que 2 ans. Enfin, il a même... Il a 2 ans. Il a 2 ans, oui, voilà. Il a 2 ans. C'est la deuxième saison, avec certaines pièces qui ont été importantes, qui sont arrivées, soit il y a 6 mois, soit il y a 1 an. Après, Guardiola, il perd son dépositaire du jeu, son ballon d'or, quoi. Complètement, mais aussi parce que je te dis, il les a pas assez challengés. Je pense que tu dois trouver le savant équilibre entre ne pas justement déséquilibrer l'ossature d'un groupe qui t'a emmené vers ce titre en Ligue des Champions, et en même temps insuffler du sang neuf, pourquoi pas sur des sorties de banc ou sur de la rotation, pour justement essayer d'aller titiller, essayer d'aller pousser un petit peu cette équipe type. Voilà, en tout cas pour ce débrief du PSG. Les gars, dernière question, ça y est, c'est fini la malédiction du PSG? Allez, on n'en parlera plus? Oui. Faire gaffe quand même. En fait, non mais t'as gagné en fait. C'est-à-dire que là on peut passer 10 ans sans gagner parce que le plus difficile c'est de gagner. Souvent on dit le plus dur c'est de confirmer, c'est le deuxième, frérot. Non, on vient de vivre 12 ans là avec des crève-cœurs chaque année, des moqueries tout le temps. Je sais pas si la malédiction est partie, mais en tout cas, là aujourd'hui t'es au sommet de la montagne. Le but c'est d'y rester, de rester sur l'Himalaya et de toiser les autres. Parce que l'année prochaine, ça va être difficile de faire mieux. Ouais, grave. Tu vois? Ah ouais, ça, donc, moi, je pense que la malédiction est terminée, que t'as accédé au nirvana et que maintenant, il faut arriver à être dans le prolongement de ce bonheur. C'est marrant juste parce qu'en fait, je viens de tilter que le PSG me fait penser au KC. En NBA, mais ils n'ont pas gagné pour l'instant. Non, ils n'ont pas gagné, mais ils vont probablement gagner. Quand Léo Messi a joué au KC. Après avoir reconstruit, une année où Enfin là pour le coup ils étaient un peu plus avancés dans le projet, mais ça, sur une année de playoffs, on s'est beaucoup moqué d'eux et tout. Bref, après la NBA Finals commence. Ce qu'on appelle malédiction, ce qu'on appelait malédiction, c'est parce qu'aussi Paris ne faisait pas les choses. On en revient toujours, et je fais vraiment un dernier laïus là-dessus, et après promis je laisse les gens tranquilles. C'est que à l'époque, on parlait de malédiction quand tu avais ces trucs irrationnels qui arrivaient chaque saison. Tu avais un truc différent chaque saison et tu te disais mais on va jamais y arriver. Les autres se moquaient en disant ils vont jamais y arriver. C'était aussi parce que le projet sportif n'était pas au cœur justement du projet. Nous, on l'a critiqué sur ce plateau. Avec du recul aujourd'hui, on peut se dire aussi que c'est ce qui a créé le nouveau modèle du Paris Saint-Germain. Le fait de tout miser sur la marque avant de tout miser sur le projet sportif, ça a installé Paris à un pignon de rue. Ça a permis à Paris de déjouer le fair play financier, de déjouer ce qui va arriver
arriver là, le fait que tu n'aies plus de droits télé et d'être autosuffisant et de t'inviter justement à la table des grands alors que tu ne fais pas partie du meilleur championnat du monde et alors que tu n'as pas la plus grande ville en termes de culture foot, ce qui risque de changer, on l'a dit avec la bascule de samedi dernier. Ce qu'il faut retenir de ce succès-là, c'est que justement le jeu JEU a été mis au cœur du projet depuis 2 ans et même depuis 1 an plus précisément, parce que l'année dernière c'était encore différent et que c'est à partir du moment où tu ne bafouilleras pas ce principe-là, cet esprit de malédiction ou ce côté irrationnel, il pourra te tomber dessus parce que le foot est comme ça aujourd'hui et la Ligue des Champions est justement le plus haut étage justement des changements de scénario et on en parle beaucoup avec ces analyses des momentum. Mais si tu mets le jeu au centre de tout, si le sportif est au centre de tout, normalement tu ne vivras pas, ou moins en tout cas les désillusions que tu as vécues par le passé. Le jeu JEU et non le jeu JE. Excuse-nous les feux. Ouais. Excuse-nous pas mal pour ouais, je suis allé en 3ème, j'ai fait une première L. Non, le gueux, hein. Ouais. G-U-E-U, hein. Attention, hein. Voilà. Généralement pas heureux du titre du PSG. Non, c'est pas bien. non c'est pas bien. On a réussi à faire toute une émission sans parler des Marseillais et de l'antiparisianisme. Je nous trouve vraiment excellent, messieurs, parce que tous mes gars marseillais sont au bout du relax. N'oubliez pas que c'est aussi les premiers jours du reste de leur vie. Ouais, n'oubliez jamais tu ça. sais qu'il y en a certains qui m'ont étonné. Alors, pas forcément un first team, mais il y en a certains qui m'ont dit ça me dégoûte que le PSG ait gagné, mais on peut pas dire que ce soit pas mérité. Eh ben voilà. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Mais restez, bravo, restez avec nous parce que juste après, Erwan rentre en plateau avec moi et on va parler du trucage, évidemment, de cette finale. Ah, bien sûr, j'avais et la oublié honte, ça. la Avec honte. des images à l'appui. Allez, le contre-pressing inexistant de Di Marco. Ah, vous êtes pas au courant, Di Marco a signé au PSG pour l'année prochaine. Hein. Bon, on m'a quand Pour même... 15 millions l'année. Parmi les énormités que j'ai entendues cette semaine, j'ai un ami qui habite à Milan avec qui je devais aller voir la finale, qui m'a donc expliqué que le propriétaire chinois était en deal avec le Qatar pour des futurs travaux et que ceci expliquait cela. Je parle. Ils ont dit que voilà, On ne se parle plus, on ne se parle plus. Ils ont levé le pied évidemment pour les laisser gagner. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en plus. À ce niveau-là, la corruption, ça n'a jamais bien évidemment. existé. Voilà, en tout cas pour ce débrief de cette grande victoire de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, la dernière vidéo de l'année, en tout cas sur le PSG, enfin. Mais bon, ça aurait été une belle saison quand même. Ouais, toi qui aimes le foot. Je suis ravi, bravo le football, bravo et on continue d'y croire. Oh là là, je rêve d'avoir une petite zénithale, une petite caméra là pour voir Tom et ses copains marseillais ou lyonnais regarder la finale et quand il y a 2-0 voir leur tête. J'aurais rêvé d'avoir ça. Ma tête elle est très simple, j'étais vraiment comme ça tout le match. T'aimes pas le foot, c'est ça ton problème. Voilà, j'étais comme ça tout le match. Et je vais me réconcilier avec le foot puisqu'il y a la Ligue des Nations qui arrive. Ouais. À partir de jeudi, France-Espagne. Et comme t'es pour l'Espagne. Et si... Vamos, c'est mal. Et si évidemment il y a les cotes. Merci Polo, regardez les cotes. France-Espagne, 2,45, 2,95 pour la victoire, 1,80 l'Allemagne qui joue le Portugal. Ça c'est mercredi soir. Et puis dans les cotes champions, on est 3e. Si on peut avoir un petit France-Allemagne dimanche là en Allemagne pour la finale de Ligue des Nations, on prend. Hein. Et on se fera peut-être un débrief si vraiment il y a une grande victoire de l'équipe de France. Encore 2 buts on se retrouvera et bravo. Bon, après l'essentiel de notre saison est terminé aujourd'hui. Je vais pas vous mentir. Je serai là tout seul. On a aimé les retrouvailles là aujourd'hui. On a aimé le sourire de Mbappé en disant bravo les mecs. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Bichette. Mais Jean-Pierre Papin a pris le Ballon d'Or 2 ans après. On verra pour Kylian. Pardon? Non, il a pris en 91. 2 ans avant, pardon. Pour la finale à Paris. 91 et 93. Bah oui, c'est avant ça. My bad. Allez, on pense à tous les Parisiens de First Team. Hein. Apollo. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête. Erwan. Ayman, celui qui est supporter du Paris Saint-Germain. Mais juste pour faire des dates. On a tellement souffert ensemble, les gars. Ouais. C'était dur, hein, 12 titres de champion. On pourrait faire un best-of, tu sais, à l'époque même, on faisait des viewing parties, on regardait les matchs ensemble, on était filmés. Celui de Manchester, là. Manchester, où Polo a déjà lancé le live, il voit le but en régie. Oh là là. Quelle belle émotion. On me l'enlèvera jamais, celle-là, Polo. Jamais. Voilà. Bon. On est content quand même. Bravo à tous et puis bravo au PSG. Allez, ciao tout le monde. Il a dit.